Madame, mademoiselle, monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission cinéma que je vais avoir le plaisir de vous présenter en compagnie de Brigitte Tissot, de Benoît Richard et de Florian Lambollet. Jean-Luc n'est pas parmi nous, il reviendra, c'est sûr. On va commencer par un petit box-office des entrées au Ciné-Palace. Pas de grands changements. Le numéro 5, c'est le film Les Schtroumpfs et le village perdu de Kelly Asbury. 4 981 entrées pour cette semaine d'exploitation. Le numéro 4, c'est la seule entrée. Ce sont Les Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn, 6233 entrées pour 4 semaines d'exploitation. Le numéro 3, La Belle et la Bête de Bill Condon, 6631 entrées pour 9 semaines d'exploitation. Le numéro 2, c'est Baby Boss de Tom McGrath, 7228 pour 8 semaines d'exploitation. Et le numéro 1 va quitter l'affiche spinalienne. Fast and Furious 8 de Gary Gray, 11 003 entrées pour 6 semaines d'exploitation. C'est sûr qu'on aura droit au numéro 9 et au numéro 10 ce mercredi. C'est le documentaire Ma Petite Planète Verte qui a fait le meilleur score au Ciné-Palace avec 46 spectateurs devant Le Garçon et le Monde 45 et Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur 37. C'est vrai que c'est assez maigre. C'est la première fois qu'on donne des chiffres aussi bas. Mais c'est vrai que nous sommes dans une mauvaise semaine au niveau cinématographique. Il y avait également le film d'ouverture du Festival de Cannes, Les Fantômes d'Ismaël, de Arnaud Desplechin. Je pense qu'il y avait plus de monde quand même sur la croisette pour le regarder qu'à Épinal, parce qu'à Épinal, 26 spectateurs pour ce mercredi. Alors on débute justement avec ce film d'Arnaud Desplechin. Nous sommes à la veille d'un tournage, d'un nouveau film, et la vie du réalisateur est chamboulée quand réapparaît sa femme qui avait disparu depuis des années. Arnaud Desplechin nous a habitués à des films qu'on pourrait dire foisonnants quand ils sont réussis, mais celui-ci, il est surtout fouillis parce que on a, comment dire, une espèce de mécanique de film à tiroir avec un film dans le film, des allers et retours dans le temps. Alors on est très, comment dire, occupé à suivre cette mécanique qui nous balade sans arrêt, ce qui fait qu'on n'a guère le temps de vraiment s'intéresser aux personnages. Et puis, voilà, donc c'est une espèce d'exercice de style, je trouve, qui tourne à vide. On s'ennuie assez vite. Cette histoire, dans l'histoire, avec le tournage d'un film d'espionnage, on ne voit pas très bien l'intérêt par rapport à ce qui se raconte à côté. Moi, je me suis beaucoup ennuyée. Alors, j'ai été un petit peu réveillée à un moment par une scène de comédie qui m'a fait rire, mais qui est par ailleurs complètement en décalage par rapport à l'esprit du film. Mais comme je commençais un petit peu à m'assoupir, l'apparition d'Hippolyte Girardot dans une espèce de producteur de cinéma complètement extraverti, je l'ai trouvé assez amusante. Ça m'a sorti de ma torpeur. Mais moi, je trouve que c'est un Desplechin qui est plutôt raté. Pas mieux. Mélange de genres, hein, c'est vrai qu'il y a un mélange des genres. Oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui sait maîtriser. C'est un cinéaste qui est intellectuel. Arnaud Desplechin, c'est une évidence. C'est sûr que c'est pas du cinéma facile. Non, c'est pas un cinéma. C'est un cinéma écriture linéaire. Exactement. Ça demande une exigence. Alors ça peut être très réussi, comme dans son précédent, 3 souvenirs de ma jeunesse, où il mettait justement ce côté intellectuel au service d'une écriture légère, avec des acteurs pétillants. Il travaillait beaucoup avec des jeunes. Les dialogues qui étaient foisonnants, comme là, mais il y avait une forme de légèreté, il y avait un petit côté goulayant. C'était vraiment plaisant. Alors que là, c'est tout l'inverse, c'est extrêmement assommant. Brigitte parlait des 3 niveaux de récit là, qui peuvent apporter justement un petit côté pulse, un petit côté ludique. Là, je trouve que ça rend le film complètement emberlificoté, enfin fatigant. Et puis une hystérie, quoi, incarnée par Amalric. Amalric, autant on l'aime dans certains rôles où il a vraiment été épatant, autant là, je veux dire, il est en roue libre. Alors je ne sais pas si la direction d'acteur qui veut ça, mais moi je l'ai trouvé fatigant. Et puis plus on avance dans le film, plus on va quand même vers le grand n'importe quoi. Je veux dire, la dernière partie, on ne sait pas où il veut aller. Pour moi, ce film-là, c'est une grande énigme. On n'a pas tous les codes. Et puis il y a des références aussi très culturelles à la peinture, etc. On se dit, on n'est quand même pas là pour... en tout cas, pas pour se prendre la tête comme ça, quoi. Pas mieux, hein. C'est clair.
Moi, je partais pas normal, voilà, je n'étais pas parti pour passer un super moment, mais la bande-annonce, l'histoire, les comédiens, voilà, ça a quand même un petit peu attiré tout ça. Donc, je me suis dit, j'ai peut-être une bonne surprise, pourquoi pas. Et en fait, je vais qualifier le film d'interminable parce que je me suis jamais autant ennuyé devant un film au cinéma, c'est clair. Avec justement, c'est le film dans le film, même si le film dans le film n'est pas meilleur que le film en lui-même. Voilà, c'est histoire d'espionnage parce que voilà, en fait, on suit le réalisateur qui est en train de tourner son film. En fait, on ne sait même pas au début s'il l'écrit ou s'il est en train de le tourner. Enfin, moi, j'étais vraiment perdu dans tout ça. Moi, c'était vraiment le côté de Marion Cotillard qui revient et comment ils vont exploiter ça avec ce réalisateur, avec sa nouvelle compagne qui revient justement dans leur maison de vacances. Et puis, oui, puis finalement, un petit côté thriller. C'est ça. Mais on n'est pas chez Ozon, malheureusement. Pas du tout. Et finalement, bah, c'est un prétexte bidon qu'elle revienne. Et on sait même, finalement, on sait même pas le pourquoi. Ça creuse pas plus. Moi, c'était ce côté-là qui m'intéressait. J'en voulais davantage. Et finalement, si on y va pour ce qu'on voit dans la bande-annonce, bah, finalement, on ressortira forcément. Le personnage de Marion Cotillard, il est assez inconsistant, en fait. C'est ça, il n'est pas c'est très clair. intéressant. C'est pas intéressant. Elle disparaît finalement au bout d'un moment. C'est ça, on la revoit plus. Une nouvelle. Puis la revoilà là, qui, voilà, la fin, elle revient, un petit coucou. Non, c'est dommage. Donc on voit que ce film a fait l'unanimité sur ce On a bien fait de ne pas aller à l'ouverture de Cannes. La seule chose, enfin, je veux dire, qui rattrape un peu les choses, c'est que ça reste quand même un très bel objet de cinéma. Je veux dire que Desplechin sait filmer, sait utiliser la lumière. Moi, je trouvais il y avait des moments qui étaient quand même un peu magiques. Et même par rapport à certains comédiens. Alors c'est vrai qu'il y a un foisonnement, mais le film qui est tourné, c'est vrai qu'il y a quelque chose de détonnant, mais il y a quelque chose de jubilatoire aussi dans le jeu des comédiens dans ce moment-là, qui est en total décalage avec le duo. Louis Garrel, j'ai plutôt. Louis Garrel, moi je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux. Et puis ce film dans le film, ça apporte la petite touche de légèreté qui manque un peu, à l'ensemble. Ouais. Et puis, je sais pas si vous avez trouvé que les dialogues au début du film, j'ai l'impression d'avoir une pièce de théâtre. Oui, c'était surjoué et ça m'a vraiment gêné. C'est pour ça que je suis pas rentré tout de suite dans le film parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est voulu, mais si c'est voulu, c'est raté, c'est dommage. Voilà, c'était le film d'ouverture de Cannes, Les fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin. Tout de suite, quelques images. Jamais su. Toi, tu y penses? Et ça fait 20 ans, ma chérie. Ne sois pas jalouse d'un fantôme. Vous êtes Sylvia, la compagne d'Ismaël? Oui. Je suis sa femme. Carlotta. Je crois que j'ai vu Carlotta. Ne me parle pas de Carlotta, je veux plus entendre parler d'elle. Elle est en vie. Elle t'attend en bas. C'est moi. Oui, Ça fait combien de temps? 21 ans, 8 mois et 6 jours. Alors c'est vrai qu'il y a un décalage complet entre les critiques, c'est vrai que les critiques qui sont un peu dithyrambiques et les avis du public qui sont vraiment beaucoup plus partagés. Mais c'est souvent dans ce genre de... Surtout chez Desplechin, c'est assez clivant ce qu'il fait en général. Donc, Allez, on passe au cinéma américain qui continue à évoquer le racisme. Alors, ça peut prendre la forme d'un documentaire qui est projeté à partir de cette semaine au cinéma I'm Not Negro de Raoul Peck qui reprend des écrits de James Baldwin, mais ça peut aussi prendre la forme d'un thriller teinté d'horreur comme Get Out de Jordan Peele. L'histoire, c'est celle d'un jeune photographe afro-américain qui file le parfait amour avec Rose, mais qui s'inquiète de passer un week-end avec sa belle famille blanche. Oui, alors là, j'ai envie de dire, le racisme, c'est presque entre guillemets un prétexte, quoi. Parce que finalement, cette histoire ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, ça aurait fonctionné quand même. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une belle réussite, parce qu'en termes de cinéma horrifique, moi j'étais un petit peu frustré depuis cette année. Grave, je n'ai pas forcément accroché. Split, j'étais plutôt déçu. Et là, je trouve, même si on n'est pas dans de l'horrifique pur, il faut quand même préciser ça. Je veux dire, c'est un cinéma qui est ouvert à tout le monde. Je veux dire, il y a même les gens qui ne sont pas spécialistes peuvent aller voir ce film. On est loin des codes habituels du genre. Là, surtout que c'est en plus dans la dernière partie où vraiment le côté entre guillemets horrifique apparaît. Mais tout le reste, je trouve, c'est un film extrêmement malin, plutôt bien fichu. On distille les informations au compte-gouttes. Voilà, ça demande une réflexion. On se laisse berner. Moi, j'ai marché à fond dans ce film. Et le petit défaut, je dirais, c'est la dernière partie qui est peut-être un peu vite envoyée. Mais globalement, je trouve que c'est une belle réussite.
Moi, je rejoins totalement Benoît sur sa critique, c'est clair. Moi, je sais pas si c'est un bon moment. C'est vrai que c'est. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est voilà, c'est son premier film au réalisateur Jordan Peele, et c'est super bien filmé. Je veux dire, les plans sont beaux, et la direction des comédiens, c'est pareil. C'est ce que j'ai plus retenu que le scénario. Le scénario en lui-même, c'est ça, le prétexte du racisme et tout. On sait pas trop où on va nous amener, et finalement, on est rattrapé par ça, et finalement, on devine assez facilement, assez rapidement dans le film ce qui se trame, tout ça. Moi, j'ai adoré toutes les scènes de l'hypnose, c'est ce qui est le plus intéressant justement, qui est exploité dans le film là, qu'ils auraient dû justement l'exploiter jusqu'à la fin du film, parce que c'est-à-dire que voilà, pendant les 3/4 d'heure, 1 heure du film, le scénario il nous tient en haleine, on est super bien, et je rejoins Benoît aussi sur ça, c'est qu'on est en thriller pendant 1 heure et on finit en horreur sur la dernière demi-heure, et qui part du grand n'importe quoi. Voilà, c'est du grand guignol quoi. Voilà. C'est de l'horreur un peu à la Tarantino, à ce genre de film-là. On n'est pas dans les codes traditionnels, et moi c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce film. Et puis il y a des retournements, notamment le point de vue de la fille qui est intéressant, je trouve, que moi auquel je ne m'y attendais pas, et qui fait qu'on... C'est un divertissement avant tout, je trouve. Moi, j'ai deviné pour la filmer. J'avais pas Parce qu'ils ont les codes du cinéma, je suis dit, avec tous les coups, elle est dans le coup aussi, forcément. Mais ouais, là, ce côté-là du scénario, c'est dommage de finir comme ça. Ils auraient dû approfondir sur l'hypnose, parce que les scènes d'hypnose, on a vraiment l'impression, c'est super bien réalisé. J'ai vraiment eu l'impression d'être happé, comme le comédien quand il part et qu'on voit l'écran qui en tout petit en loin, et puis lui qui part et qui tombe dans un monde parallèle. Enfin, voilà, il est dans l'hypnose, et c'est super réussi pour ça, quoi. Ça, de ce côté-là, c'est top. Allez voir Get Out, tout de suite quelques images. We're just heading up for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. So how long has this been going on, this thing? We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Do you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit. She'd take care of that for you. Hypnosis. I'm good, actually. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you not scared of this, man? Good to see no brother around here. Get out. Sorry, man. Get out! Allez, nous passons à un film un peu autobiographique, de toutes mes forces, de Chad Chenouga, l'histoire de Nassim, qui est en première dans un grand lycée parisien, qui semble aussi insouciant que ses camarades, sauf que dans la réalité, sa mère meurt, il est placé dans un foyer, et il veut vraiment séparer ces deux vies, ce qui ne va pas être possible très longtemps. Non, pas très longtemps. Moi, j'ai vu le film aux Rencontres du cinéma Gérard May, et de tous les films que j'ai vus cette semaine-là, c'est celui-ci que j'ai le plus retenu. Et si je devais faire un petit top dans les 6 premiers mois, c'est pareil, il ferait partie des top 5 des films que j'ai vus, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé cette psychologie et tout de l'adolescence, parce que c'est un adolescent qui commence à se retrouver orphelin, aussi proche de la majorité, en fait, j'ai envie de dire. Il a 16 ans à peu près dans le film, et on exploite souvent l'enfance. On se retrouve orphelin, petit enfant, voilà. Donc, mais là, se retrouver comme ça, du jour au lendemain, il a plutôt la belle vie, à part sa maman, parce que c'est vrai que c'est dur. Il le cache très bien. Sa maman, elle est au bord du suicide. Elle finit par se suicider, mais voilà, il le vit plutôt bien devant ses copains, il le montre pas, et il a plutôt une vie cool. Mais là, il va se retrouver justement dans ce foyer qui est pas du tout son monde, pas du tout son univers, et il accepte pas du tout. Et c'est vraiment ce côté-là que j'ai beaucoup aimé. Yolande Moreau, c'est aussi ça qui fait la petite étincelle en plus. Moi, j'adore cette actrice-là. Après, c'est toujours le même exercice. Elle est toujours dans le même rôle qu'elle fait depuis plusieurs années. Mais voilà, tout ça se fait un beau film. Et de savoir que c'est l'histoire du réalisateur ensuite, parce que je ne le savais pas en le voyant, c'est après qu'on l'a appris. Et puis, le fait de le revoir ensuite, tu te dis, ouais, le film, il est fort, parce qu'on voit bien que, voilà, comme il connaît l'histoire, il le fait réinterpréter sur ce jeune garçon qui joue vraiment très bien, et l'histoire, vraiment, on y croit et on est touché. Oui, le réalisateur qui était présent aux Rencontres de Gérard May à l'issue du film pour parler, d'ailleurs c'était très intéressant son parcours, il disait que c'était vraiment une histoire assez forte qu'il avait vécue. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est le casting du personnage principal. Je trouve justement, il casse les codes du gamin en difficulté, du gamin de foyer qui est souvent dur, avec souvent des physiques assez durs. Et là, justement, il y a une forme de douceur qui se dégage de son visage, de son apparence, de sa façon de parler, qui contraste terriblement avec ce qu'il vit, en fait. Et je trouve que ça, c'est intéressant, parce que ça nous fait nous dire que finalement, ce genre de situation-là
peut être vécu par n'importe quel type de gamin. Et puis, ce qui va se passer dans le foyer, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a des rebondissements, il y a au niveau des relations, il y a des choses qu'on ne sent pas venir, et puis il y a de l'émotion, il y a des moments de tendresse, de joie, j'irai pas jusque-là, parce que c'est quand même un film assez dur. C'est quand même optimiste. Mais il y a une forme d'optimisme, voilà, c'est ça qui est intéressant, incarné notamment par le personnage de Yolande Moreau, qui, une fois de plus, est formidable, avec tout l'enthousiasme, toute l'énergie, l'humanité qu'elle peut déployer. Et c'est vrai qu'on passe un bon moment, on a la petite larme à l'œil, mais moi ça m'a fait penser un peu à Patient, le film de Grand Corps Malade. On est un peu dans le même type d'émotion, voilà, avec ce petit côté optimiste et cette façon de décrire un univers qu'on connaît pas forcément. Avec des personnages qui sont très justes, et c'est ça qui nous touche. Donc allez voir de toutes mes forces tout de suite quelques images. Attendez, je suis où là? Je suis en prison? T'aurais pas un plan pour se barrer d'ici, toi? Si, peut-être. C'est pour aller voir une meuf, c'est ça? Mais tu vas pas aller jusqu'à Boulogne à cette heure-ci. Je peux appeler ton oncle si tu veux. C'est pas la peine. Pourquoi tu t'intéresses pas un peu plus à la vie du foyer? J'ai rien à voir avec les autres d'ici, moi. Je suis vraiment désolée d'être venue comme ça au foyer. Pourquoi tu m'as rien dit? T'es contente? T'as ce que tu voulais? Tu kiffes, hein? Vraiment malade, on va te faire soigner. Voilà, on va passer de quelque chose de juste, d'humain, de vécu, à de la caricature, à de l'humour régressif avec Problemos. C'est le nouveau film d'Éric Judor qui s'est centré sur une communauté de zadistes qui empêche la construction d'un parc aquatique. Oui, là, j'ai pas été emballée non plus. Disons que c'est de la caricature un petit peu à gros sabots. Alors bon, je dirais que le début du film est pas si mal en fait. Ce couple de bobos citadins qui arrivent dans cette communauté hyper caricaturale avec des personnages très typés. On a le vieux baba qui a l'air d'être né avec des dreadlocks sur la tête, la féministe extrémiste qui est jouée par Blanche Gardin, qui est par ailleurs co-scénariste du film. Voilà, il y a quelques scènes qui marchent assez bien. Ça a un petit côté un peu film à sketch. Et puis, alors, la deuxième partie du film, c'est un peu du grand n'importe quoi, surtout au niveau du scénario, qui repose sur l'idée que cette petite communauté apprend qu'il existe à l'extérieur, cet extérieur dont ils se sont coupés de toutes les manières. Voilà, alors là, moi, je trouve que ça part complètement dans quelque chose qui devient inintéressant. Alors, moi, je sauverais juste quelques scènes, c'est tout. Non, mais c'est vrai que le début, l'intronisation, et c'est plutôt rigolo, quoi. Avec les ateliers dans les communautés, il y a des ateliers un peu de tout, et notamment pour les femmes au niveau des règles, je crois. Bon, ça c'est assez drôle, quoi. Il y a le point de vue vraiment féministe qui est intéressant là-dedans, et puis le décalage entre le personnage d'Éric Judor qui veut absolument pas quitter son portable, qui va se cacher pour téléphoner, etc. Après, ce qui fait un petit peu, je dirais, passer la caricature, c'est que bon, effectivement, la caricature, elle est sévère, quoi. Mais le personnage d'Éric Judor, il est pas sympathique non plus. Oui. Donc du coup, voilà, personne ne s'en sort très bien. Le problème, c'est la pandémie, quoi. Une fois qu'il y a la pandémie, on part dans le n'importe quoi. Alors, à mon avis, il a voulu s'inspirer de The Walking Dead. Il y a un côté The Walking Dead, un peu la communauté en survie. Et puis, à un moment donné, il se découvre des ennemis. Il y a un personnage qui disparaît, on ne sait pas où il est, etc. Donc ça part un peu en live. Et c'est frustrant parce qu'il y avait, à mon avis, moyen de faire quelque chose de plus intéressant. Ça partait pas mal, mais ça tourne court très vite, quoi. Voilà, donc si c'est juste pour la moitié du film, il n'y a pas de billet, demi-tarif. Mais voilà, quelques images de Problemos. Moi, je dis pas qu'on exclut, mais... Bah si, moi je dis qu'on exclut les schlingueurs. En tout cas, je me souviens pas que ça vous dérangeait, ça, avant. Avant, moi je croyais que l'odeur c'était dû à ces trucs de chaman, là, ces herbes. Bah ouais, je suis désolé. La schlingue chamanique, il y a un truc un peu magique, tu vois, herbe de Provence et tout ça. Et quand tu m'as fait un massage énergétique et sensoriel toute nue? C'est toi qui as dit que c'était énergétique et sensoriel. Moi, je pensais que tu voulais qu'on ken. Mais pas du tout. T'as abusé de ma confiance, Claude. C'est vous qui avez dit que j'étais chaman. Moi, je sais même pas c'est quoi. Mais putain, mais tu dansais comme un possédé sous la pluie. On était censé penser quoi, nous? Voilà pour Problemos, Florian. Alors il y a des adieux, ça veut dire que tous les grands acteurs nous font un adieu, nous promettent
un dernier film qui sera encore meilleur que les autres. Alain Delon, 81 ans, donc il a annoncé que c'était son dernier film, qu'il allait tourner. Donc il l'a révélé lors du festival du film policier de Liège. Et il tournera donc cet automne sous la direction de Patrice Lecomte, qui a réalisé Les Bronzés entre autres. Donc voilà, il l'a choisi lui pour son dernier film. On l'avait pas vu au cinéma depuis 2008 quand même, et pas dans son meilleur rôle non plus, puisque c'était dans Astérix aux Jeux Olympiques, où il interprétait le rôle de Jules César. Voilà, pas super souvenir. Mais il donnera la réplique pour la première fois à Juliette Binoche, dans le film de Le Comte. À la base, c'était Sophie Marceau qui devait interpréter le rôle de Binoche, mais comme elle est en train de tourner son 3e long métrage actuellement, elle a dû refuser le rôle. Pas de nouvelles de Belmondo. Belmondo, le pauvre, à mon avis, on le verra plutôt sur scène qu'ailleurs. Ouais. Allez, du côté d'Alien, ça n'en est pas fini. Puisque... Non, c'est pas fini, non. On en reparle tout à l'heure avec la critique du film qui est en salle actuellement. Mais voilà, donc Ridley Scott, qui était d'ailleurs à Paris, donc dans une interview, a révélé que donc il va y avoir un 3e préquel, puisqu'on rappelle que Alien Covenant ou encore Prometheus, ça se passe avant le premier Alien qui est sorti dans la fin des années 70. Donc ça devrait être tourné l'été prochain, en 2018. Là actuellement ils sont en cours d'écriture. Donc on ne sait pas comment on va l'appeler, parce que là on avait Alien Covenant 2. Bien ça sera peut-être Prometheus 3, on ne sait pas, parce qu'on nous divague un peu partout. Mais bon voilà, le préquel, 3e film, donc après Prometheus qui est le premier qui était sorti en 2012. Et puis celui-ci qui vient de sortir il y a 15 jours. Faut voir c'est bien compliqué. Ouais, et puis il faut voir s'il n'abuse pas trop, parce que je ne sais pas si les spectateurs suivent toujours. Dire qu'aujourd'hui, il leur donne beaucoup de clés. C'est trop, donc notre imagination, j'en reparle tout à l'heure dans la critique du film, mais ouais, c'est le gros problème. J'espère que dans le 3e, il ne va pas nous faire la même coup que dans Alien Covenant, parce que c'est pas très cool. Mais par contre, il a quand même profité pour dire que le Alien 5 qui doit se passer du coup après Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet, c'était Neil Blomkamp qui avait réalisé District 9, qui devait réaliser ce film-là, et on devait revoir Sigourney Weaver, c'était déjà pratiquement fait. Et lui, Ridley Scott, apparemment, il n'est pas pour, donc il met des bâtons dans les roues pour que ce projet-là se fasse pas, parce que lui, il veut ses préquels, c'est son petit bébé. C'est lui qui avait réalisé le premier Alien, donc c'est son petit bébé à lui, il ne faut pas y toucher. Allez, du côté d'Aladin, c'est peut-être un peu plus facile. Et oui, Aladin, l'adaptation live, donc on ne parle pas de Broadway, on n'est pas sur scène et tout, c'est encore les Disney. Donc live, on dit en chair et en os, avec des vrais acteurs, un peu comme La Belle et la Bête, qui est sorti cette année. Donc le réalisateur, c'est Guy Ritchie, qui est à l'affiche actuellement avec le roi Arthur, qui sera le réalisateur de ce film-là. Donc ça sera une comédie musicale, comme La Belle et la Bête, ça sera chanté. Le film est en pré-production, puisqu'on cherche toujours l'interprète de Aladdin qui va le mieux lui coller à la peau, mais on sait déjà que le génie, ça devrait être Will Smith. C'est Will Smith qui sera, parce que c'était Robin Williams qui faisait la voix à l'époque, mais bon, il est décédé il y a quelques années, donc du coup ça serait Will Smith. Et côté scénario, c'est John August qui devrait l'écrire. C'est celui qui travaille beaucoup avec Tim Burton, parce qu'on lui doit entre autres Dark Shadows, Frankenweenie, Charlie et la chocolaterie et Big Fish. Donc voilà, donc si les adaptations sont plutôt réussies, peut-être que ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, et puis à l'instant il va y avoir Dumbo, Le Roi Lion, La Petite Sirène qui sont en pré-production aussi, pour en devenir en version live. Voilà, ils surfent sur la vague. 1 milliard qui vient de faire au box-office mondial La Belle et la Bête. On comprend que Disney va essayer de gratter jusqu'au bout le film. En version live, ils ont trouvé l'acteur principal. C'est Tim Burton qui va le réaliser, Dumbo en version live. Je sais pas. Mais j'ai une petite question à vous poser justement sur ça. Un quiz. Un petit quiz, sur Aladdin. Est-ce que vous savez, à l'époque, en 93, quand le film est sorti en France, quand ils ont fait le dessin animé, quel acteur ils sont basés pour le physique d'Aladdin dans les studios Disney? Est-ce que vous savez à qui vous ferez penser? Je vous ai mis la photo justement. Un acteur vieux, jeune? Non, il est plutôt vieux, mais en 92, il était au top. Il était moins vieux. C'est qu'à le dire en plus, il était au top. C'est un acteur bankable hollywoodien qui fait pas mal. Tom Cruise. Tom Cruise, c'est Tom Cruise, un mélange de Tom Cruise un petit peu, maintenant que tu me le dis. Et de Michael J. Fox, qui était à la fin de Retour vers le futur à cette époque-là. Ils ont fait un petit mélange, juste pour Jasmine, pour vous dire, c'est Jennifer Connelly qui sont inspirés pour faire le personnage. Voilà. Et depuis, le dessinateur, il a été viré, non? Parce que moi, je vois pas la ressemblance à l'époque, pas maintenant. Que ce soit trop quand même, parce que Tom Cruise aurait demandé des royalties. Il aurait voulu faire la voix off. Quelques nouvelles de David Fincher? Oui, David Fincher qui va réaliser, normalement, c'est pas encore signé, mais ça devrait se faire, World War Z 2. Normalement, c'était Juan Antonio Bayona qui devait le réaliser, mais lui, il est parti sur un autre tournage pour Jurassic World 2. Donc du coup, ils sont en pourparlers. David Fincher devrait donc le
réaliser. Et dans le premier film, c'était Brad Pitt qui était au casting. Il devrait revenir et lui, il souhaite fortement, bien sûr, que ce soit David Fincher. Ils ont déjà travaillé ensemble sur plusieurs films. On les rappelle, Seven, Fight Club ou encore dernièrement, L'étrange histoire de Benjamin Button. Voilà, et alors il y a un comédien aussi qui se lance de la réalisation. C'est ça, un humoriste, c'est Franck Dubosc, ça y est, il a écrit son premier scénario, il est en train de le réaliser, ça fait une semaine qu'il est rentré en tournage, ça s'appelle Tout le monde debout. Donc au casting, on retrouvera Elsa Zilberstein, Alexandra Lamy ou encore Gérard Darmon. Ça se tourne, ça devrait sortir l'année prochaine. Et on ne sait pas trop ce qui s'y cache dans ce speech, mais il a dit que c'était un peu une comédie à l'anglaise. Donc on attend de voir. Et Gilles Lelouch qui tourne aussi un film dont on parle beaucoup, qui se passe dans des piscines, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, avec un casting d'enfer, Benoît Poelvoorde, Mathieu Amalric. Mais c'est Amalric en fait qui en parlait sur les plateaux. Ça, oui. À chaque fois qu'il venait, il dit il faut que je parte là parce qu'on va tourner à la piscine en soirée. Donc c'est Gilles Lelouch et à mon avis ça promet. Hein. Ça promet, bon, on verra ça doit sortir l'année prochaine tout ça. Et la date de sortie pour La Reine des Neiges 2. Alors là, ça y est, hein, vous voulez revoir les personnages qui sont bankable, hein, là ça y va. Donc le deuxième, les studios Disney l'ont annoncé, ça devrait sortir pour Noël 2019. Voilà, il va falloir encore attendre 2 ans et demi. Mais pour vous faire patienter, à la fin de l'année, un petit court-métrage autour de Olaf. Voilà, il y a Olaf, le petit personnage, le bonhomme de neige qui arrive et qui sera dans des courts-métrages, je pense, pour le Disney de Noël à la fin de l'année. Voilà. Allez, enfin, on va revenir à nos Vosges, hein, avec des projections, une projection un peu spéciale de Django à Vanier. C'est ça, il y a un ciné-concert qui sera prévu le vendredi 2 juin à Vanier. Donc, projection du film à 20h15 du film Django est suivi d'un ciné-concert avec le groupe Nicho Reinhardt Trio qui se produira sur scène à 22h30 à l'issue de la séance. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà réserver aux caisses du cinéma. Le tarif c'est 14 € le film plus le concert ou encore 10 € que le concert à 22h30. Une boisson offerte? Non, la boisson non, il va falloir sortir le porte-monnaie en plus, mais voilà, c'est pas cher donc allez-y. Allez, retenez la date, ce sera le 2 juin. Allez, on revient au cinéma avec un film de Kim Sang-eun, Tunnel. C'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui tranquillement. Il traverse un tunnel, le tunnel s'écroule, il se retrouve à l'intérieur et dehors, évidemment, il y a un déferlement médiatique alors que lui, il essaie de s'en sortir avec ses moyens. Alors, il ne faut pas être claustrophobe quand il vous arrive un truc comme ça, moi je peux vous le dire. Parce que moi, à sa place, je serais mort avant. Non, c'est vrai que l'idée est plutôt pas mal. En plus, derrière le film, il y a une satire de la société coréenne, justement la surmédiatisation, et puis, je ne trouve plus de mots, c'est pas grave, la corruption. Qui fait que on fait des travaux et puis forcément c'est pas très bien assuré et ça s'écroule. Et puis il y a l'histoire. Alors l'histoire, le problème c'est que ça manque un peu de crédibilité. Je vous donne un exemple. Le type est dans le tunnel, il arrive à téléphoner au secours, mais à aucun moment il est géolocalisé le gars. Donc on se pose des questions, on se dit ils auraient pu le trouver, surtout que je vous dis pas la fin, mais ils arrivent quand même à le détecter à la fin. Donc il y a un manque de crédibilité. Malgré tout, la réussite du film, c'est quand même d'avoir tenu à construire un scénario avec un type dans une bagnole avec des cailloux tout autour pendant 1h30, 2 heures. Donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Et puis il y a le savoir-faire coréen. Je veux dire, c'est quand même un virtuose. Hein, c'est un cinéma qui est quand même très vivant. Et globalement, ça fonctionne pas mal malgré les petits défauts que j'ai cités. On parlait de claustrophobe. Alors, quand on est dans un vaisseau spatial avec un alien, est-ce qu'il faut être claustrophobe ou est-ce que Ridley Scott continue à nous faire trembler, à nous faire peur Faudrait-il qu'il y ait des aliens déjà j'ai envie de dire, parce qu'il y a erreur et mensonge sur la marchandise. Moi, j'ai vu Alien Covenant, je me suis dit, ça y est, on va revoir la bête, celle qui d'origine. Eh ben non, si, on la voit 15 minutes dans le film, à la fin, c'est tout. Donc ça serait plutôt, le titre serait plutôt Android Covenant ou Robot Covenant, ce que vous voulez. Parce que finalement, le personnage central du film, c'est l'humanoïde qu'on voit dans Prometheus, qu'on retrouve sur la planète ou le vaisseau à la fin, parce qu'à la fin du Prometheus, ils partent avec le vaisseau extraterrestre, ils se crachent dans une autre planète, et lui, c'est lui, en fait, on apprend que c'est lui, finalement, qui fait des expériences sur tout ce qu'il trouve là-bas, et puis c'est lui qui va faire naître l'extraterrestre. Alors, le film part plutôt bien, on se trouve un nouvel équipage, hein, le vaisseau, c'est le Convenant, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, qui, eux, détectent qu'il y a quelque chose dans la planète, donc toujours pareil, donc ils vont voir, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'y aller, et puis c'est reparti plus ou moins. Mais c'est reparti où on voit cette fameuse bête qu'on voit à la fin de Prometheus, qu'on ne sait pas d'où elle sort, elle apparaît là. Donc en fait on apprend que c'est plutôt l'alien avant
le vrai Alien qu'on connaît déjà. Et le problème, c'est que du coup, on n'y croit guère, parce que c'est toujours le même souci, j'en ai déjà parlé ici, c'est que voilà, maintenant on fait tout en numérique, on fait tout en 3D, donc l'Alien il est plus crédible, c'est trop fluide, c'est plus pareil. Rendez-nous nos marionnettes, nos trucs où vous savez le savoir-faire. Avec la bave entre les dents, là, c'était quelque génial, chose, quoi, mais qui continuent à faire ça et puis qui remettent un peu de numérique dessus pour donner du réalisme, comme ils ont fait avec E.T. qui ont flingué complètement quand ils ont remasterisé le film. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage. Et là, c'est Ridley Scott qui ment, parce qu'ils auraient pu l'appeler Prometheus 2, parce que c'est tout à fait ça, et c'est pas Alien du tout. Voilà. Voilà, donc pour les films qui sont à l'affiche, qu'est-ce qui nous attend? Mais il nous attend Pirates des Caraïbes, La vengeance de Salazar, de Joachim Ronning et Sven Sandberg. Donc c'est le retour de Jack Sparrow, hein, et face à Johnny Depp, il y a un nouveau méchant, et ce nouveau méchant est interprété par Javier Bardem. Cannes se poursuit avec Rodin de Jacques Doyon, qui sera à découvrir dès ce mercredi. Et à partir du 26, on pourra également découvrir L'Amant double de François Ozon, un thriller érotique. Alors, c'est vrai que ça titille beaucoup, et je pense qu'on en entendra parler. On a parlé également de la sortie de ce documentaire, Un Minuto Negro, de Raoul Peck, qui est le samedi 27. Il y aura une nouvelle rencontre boîte à films, BMI et Ciné Palace sur le thème du western, et vous pourrez voir Django, mais pas le même, mais l'autre, le Django, le western de Sergio Corbucci, sorti en 1966. Il y aura également une avant-première au Ciné Palace, celle de The Gender Identity de André Ovredal, un thriller teinté d'horreur. Écoutez, bon cinéma, on se retrouve dans un mois, puisqu'il y a encore un lundi férié. D'ici là, bon cinéma. Merci, c'est bon pour moi. Michel? Allez, quand on veut. Comment ça, quand on veut? Je vais filmer, là? Ah non, je peux filmer. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai.